pour introduire, je peux avoir le micro non. Ou pas? C'est embêtant. Non. C'est possible. Par contre, je vais un peu le régler d'abord. C'est pas tellement pour vous parce que vous nous entendez, mais c'est donc les gens ouais. qui, bon, j'espère être très nombreux, qui sont peut-être déjà. Ils sont déjà 2000. 2000? Ouais, 2000. Merci. Écoutez, on va démarrer. Bien. On est tous là. Pas tous, il y en a qui vont arriver encore, mais on va démarrer parce qu'on l'avait annoncé à 20 h cette conférence. Il y a un quart d'heure lyonnais, il paraît, mais je ne sais pas s'il y a un quart d'heure sur le web. Donc on va démarrer pour que ceux qui se sont connectés puissent être avec nous dès le début et qu'on soit tous bienvenus. Je suis très heureux de vous accueillir, très heureux d'introduire Séverine et Jean-Baptiste pour cette soirée. Et je le fais avec grand plaisir au nom de je ne sais pas comment les nommer, j'allais dire 3 partenaires, mais j'aime pas ce terme, mais 3 amis qui organisent cette soirée. C'est la Procure de Lyon qui est là avec Loïc Joncheret qui est là, son directeur, qui tout à l'heure prendra la parole à la fin. Et il y a la Maison des Familles qui nous accueille dans ces beaux locaux, et on est vraiment, c'est vrai que c'est beau, avec Thierry et Frédéric Ferrand-Lacroix qui nous accueillent aussi dans ces locaux, et puis l'OCH, donc l'OCH dont je suis directeur, moi je m'appelle Philippe de la Chapelle, et que j'ai beaucoup de joie à être là, à Lyon, avec vous. Voilà, et alors j'en profite pour faire le lien, c'est que l'OCH, Séverine et Jean-Baptiste, ça fait quand même longtemps qu'on est amis. Hein. Voilà, je fais juste mémoire, mais en 2003, je crois, nous avions fait une caravane qui avait sillonné la France. Moi, c'est là que je t'ai connu, Jean-Baptiste. Je ne l'avais pas connu, mais il me parlait déjà beaucoup de Séverine. Mais Séverine n'était pas dans la caravane. Et pendant une semaine, on avait été ensemble. Je me rappelle qu'on avait beaucoup ri, beaucoup parlé, parfois un peu pleuré. Et il m'avait beaucoup parlé de Séverine. Voilà, tous les jours, il m'a parlé de Séverine. Voilà. Donc c'est dire s'il y a une certaine, bien sûr, il y a déjà une certaine ancienneté. Mais il y a aussi, pas seulement d'amitié, il y a aussi une ancienneté de lien de mission. Et si on est là ce soir aussi, c'est parce que l'OCH et Jean-Baptiste Séverine ont vraiment des liens de mission assez forts, évidemment autour de la fragilité, évidemment autour des handicaps. Voilà, alors pour vous présenter, peut-être juste dire que vous êtes mariés, ça fait 15 ans maintenant, hein, c'est ça? Presque 15 ans que vous êtes mariés. Vous êtes, oui, parents de 3 garçons, dont Baudouin l'aîné a 13 ans, donc 5 ans et 2 ans, hein, les 2 autres, c'est ça? Voilà, vous habitez Lyon. Voilà, Séverine, toi tu es dramaturge, tu es auteur de pièces de théâtre, et toi Jean-Baptiste, tu es psychosociologue, tu es conférencier, et tu es formateur, et notamment tu formes et tu accompagnes des acteurs du monde de l'entreprise, du monde médico-social aussi, sur les enjeux de prise de conscience de la fragilité de la personne dans tous les processus de développement, dans le management. Voilà, et puis tu as fondé quelque chose qui s'appelle le réseau humain, un réseau social qui est le premier réseau socio-professionnel qui est dédié au monde du handicap. Et je vous encourage beaucoup à aller vous relier à ce réseau, c'est passionnant. Voilà, vous êtes tous les deux auteurs de livres, mais ça je ne vais pas en parler parce que je vous ai dit tout à l'heure, Loïc Joncheret à la fin viendra présenter vos livres. Donc je ne vais pas en parler, je vais juste devancer en citant juste un titre d'un livre qui est celui de Séverine, parce qu'il va me servir à vous introduire, c'est Un hurluberlu dégingandé et une demi-portion. Je vous laisse deviner qui est qui dans ce titre. Et donc ce soir, c'est l'hurluberlu dégingandé et la demi-portion qui vont nous témoigner de ce que vous souhaitez dire autour de ce thème. Rien n'est impossible à deux. Voilà, merci de le faire avec ce qu'on sait de vous, c'est-à-dire la vérité, l'humour, voilà, la simplicité aussi. Merci de le faire. Donc on aura 2 temps dans cette soirée. Un temps où vous allez parler, à peu près 1 heure, enfin le temps que vous voulez, mais à peu près. Et puis un temps où on aura des questions. Et ces questions, je vous invite, je les lirai. Donc je vous invite à les écrire au fur et à mesure de la conférence. Elles me seront apportées. Et je le dis aussi pour nos amis sur le web, vous pouvez les écrire au fur et à mesure de la conférence sur le bouton chat qui est en bas de votre écran. Et elles seront notées, elles me seront amenées pour que je puisse les poser ensuite à Séverine et Jean-Baptiste dans la deuxième partie, qui ça durera à peu près 20 minutes. S'il y a des questions, s'il n'y a pas de questions, ça ne durera pas 20 minutes. Voilà. Donc n'hésitez pas à les écrire pour que je puisse les poser.
Voilà, puis à la fin, donc tous ceux qui sont sur place, mais ça on le dira à la fin, on pourra se retrouver autour du stand des livres que nous présentera Loïc tout à l'heure. Merci beaucoup d'être là. Je vous laisse le micro, enfin, ou celui-ci vous suffit, comme vous voulez. Merci Philippe pour cette présentation. Et nous sommes heureux de pouvoir enfin donner cette conférence. Parce qu'on devait la donner le 20 mai dernier, 2015, et on n'a pas pu à cause d'un problème de TGV. Il n'y avait pas de grève, mais il y avait un incident de TGV et on ne pouvait pas aller à Paris. Donc, même le TGV a rebroussé chemin pour revenir à Paris. Et bon, et puis on n'avait pas assez de temps pour en prendre un autre. Donc on est heureux de donner cette nouvelle conférence qui a un titre assez bizarre. C'est Boule Fautif l'OCH qui avait trouvé ce titre qui est un clin d'œil. Rien n'est impossible et c'est pas pour rien si c'est le 9 mars. Parce que je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'évangile du jour, mais cet évangile dans le jour est formidable pour introduire cette conférence. Je ne vais pas vous le lire parce qu'il est long, je ne vais pas vous faire un commentaire de cet évangile, même si cela m'en démange, mais c'est à un moment où Jésus a guéri une personne paralysée et il doit se justifier aux yeux des Juifs. Et il part dans un discours formidable où il dit en gros que lui, il n'y peut rien. Il fait la volonté de son père et ils sont deux. Lui tout seul, il ne peut rien faire. Il est venu faire la volonté de Dieu. Alors, loin de nous considérer, d'ailleurs on serait bien embêté, on ne sait pas qui serait qui d'ailleurs. C'était uniquement une analogie pour vous montrer que rien n'est impossible à deux. C'est pas uniquement le couple. Ça, c'est très important, même si cette conférence porte sur le couple et le handicap, vous verrez, et c'est notre pédagogie que nous allons vous présenter, que cela dépasse véritablement la dimension conjugale et de la famille, pour montrer que rien n'est impossible à deux, mais deux, c'est pas uniquement la numération physique du nombre deux, même en étant tout seul, rien n'est impossible à deux de cet autre qui nous dépasse. Et je suis heureux
nous sommes heureux de donner cette conférence dans le cadre de valeurs chrétiennes, parce que évidemment dans mon métier en entreprise, des peu l'occasion de témoigner et de parler de ma foi. Maintenant, vu que c'est sur Internet, c'est un peu foutu. Mais ça fait importe. Et d'ailleurs, les valeurs chrétiennes transpirent dans nos deux ouvrages, et heureusement. Ce n'est qu'une préambule, ça. Bon. Et si vous voulez, à la fois vous, mais sur le net, tweeter des notions importantes, je vous donne un défi, je lance un défi ce soir, en numérique. J'aimerais bien qu'à la fin de tous ces tweets, que nous ne verrons pas immédiatement, mais ceux qui vont tweeter pourront voir, à la fin de ces tweets, on puisse faire un résumé, la synthèse de la conférence, et la récupérer ainsi sur le net. Ça serait génial, non? Je vous mets au défi de le faire. Donc, amis internautes, je sais pas combien il y en a. Vous non plus, on est bien barré. Peut-être si on a 0, mais c'est à vous aussi dans la salle avec vos smartphones de quitter. Vous avez tous Twitter. Quand j'ai vu vos têtes, ça ne m'étonne pas. Même mon ami qui m'a dit pas le réseau humain, il n'a pas de Twitter. On est bien barré avec ça. Bon, tant pis. Allez, on commence. En fait, pour bien comprendre le thème, et que rien n'est impossible à Dieu, il est nécessaire de revenir dans le couple. On va s'enraciner évidemment dans notre vie conjugale, à une notion qui n'est pas tellement politiquement correcte à l'heure actuelle. Je vais peut-être la murmurer. Non. La loi naturelle. Oh, qu'est-ce que la loi naturelle? Ah là là, il faut rappeler cela. C'est vraiment l'identité à la fois masculine et féminine qui sont à respecter. Le respect de notre loi naturelle, mais aussi le respect de la loi naturelle de l'autre. L'autre. Et l'autre, qu'est-ce qu'ils ont dit? Pour le moment, pas grand-chose. T'as pas tweeté rien? Tu sais tweeter ou... Non, bah,
il n'y aura pas de résumé, alors. Bon, alors je continue. Et d'ailleurs, la loi naturelle est une partie de mon ouvrage. Je n'ai pas assez détaillé, mais ça m'en donne l'occasion. Et vous voyez, le handicap vient contrecarrer cette loi naturelle. Parce que, avec mon expérience de formateur, de psychologue et de thérapeute, j'ai réussi à synthétiser ce qu'est le handicap pour moi. Mon approche du handicap, et d'ailleurs ça, on a fait le titre de cet ouvrage, c'est une erreur. Affirmer cela, si je n'étais pas moi-même handicapé, ça serait une aberration, d'autant plus dans la société où il ne faut pas discriminer. Si une personne va affirmer que le handicap est une erreur, mais il serait passible de discrimination active et répréhensible. Mais si c'est moi qui le dis, s'il le dit vu son état, ça passe. Et la preuve en est, c'est que je n'ai pas eu de critique négative en disant non, c'est aberrant d'affirmer une erreur. Mais justement, il y a une attente. Pourquoi j'affirme ça? Parce que l'erreur ne fait pas partie de la nature originelle. On a beau dire que l'erreur est humaine. Oui, mais mon pote, si tu commets une erreur, si tu fais une erreur, tu vas la payer longtemps. Et pourtant, le handicap, quel que soit le type de handicap, il n'y a plus rien. Je me vois plus dans... Je vois des beaux paysages, je sais pas, mais... Ah ben... Si on... Quel que soit le handicap, quand nous voyons une personne handicapée, on est étonné, on est surpris. Quel que soit le handicap. Et quelle est notre première question qui nous vient automatiquement, spontanément? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est le plus naturel. C'est-à-dire que nous nous rendons compte que ça a dû
merdouillé à un moment. Il y a eu un bug. Donc, il y a le système qui a subi une erreur, ou qui a occasionné une erreur. Et c'est pour ça, voyez-vous, que le handicap, c'est le grain de sable dans la loi naturelle. C'est pas naturel. Et on pourrait se demander, mais pourquoi il y a eu cette erreur? Et là, nous pouvons chercher longtemps, peut-être toute notre vie. Et théologiquement, il y a évidemment des réponses. Il faut aller chercher aux origines, la conséquence du péché originel. Ça aussi, c'est politiquement et même théologiquement incorrect. Mais bon, il faut le répéter. Mais tu veux pas... Pour le moment, tout va très bien. Bon. Bon bah, merci de ton soutien, mon amour. Rien n'est impossible. Qui ne dit mon consent? Sois belle et tais-toi. Ah non, pas ça. Oh, je sais comment on va faire réagir. Donc, les deux validés handicapés doivent reconnaître la loi naturelle de chacun. Et quelles sont les contraintes? Parfois, le handicap peut aussi décupler la loi naturelle, l'amplifier, parce que le handicap est un catalyseur, un amplificateur des réalités quotidiennes. C'est-à-dire que À propos du handicap ça marche, ça? Oui. À propos du handicap qui décuple la loi naturelle, quand Jean-Baptiste m'a dit ça la première fois, ça m'a tout de suite fait penser à un vieux livre, Le Comte de Monte Cristo. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Edmond Dantès, le héros, est au fond de sa prison, il rencontre un abbé, un vieil homme, l'abbé Faria, qui est d'une intelligence prodigieuse et qui a imaginé, étant donné les contraintes horribles dans lesquelles il vit, qui a imaginé toutes sortes de stratagèmes pour réussir à vivre malgré tout, et à utiliser tous ses talents. Et il y a une phrase qui explique tout, qui dit précisément « Ce trop-plein de mon cerveau se fut évaporé en futilité, si j'avais été libre. » Et je trouve que ça s'applique tout à fait à des gens comme Jean-Baptiste. Et la contrainte est juste une occasion de plus de montrer la vitalité, la joie de vivre et tout ce qu'un cerveau humain, tout ce qu'un cœur humain est capable de concevoir. Le handicap pourrait être défini ainsi comme un barrage hydroélectrique. Le barrage hydroélectrique, il n'est pas uniquement fait pour barrer l'eau, la réserve d'eau, mais créer de l'énergie. Créer de l'énergie à partir de cette puissance d'eau, puissance de vie qui est retenue par le handicap et bien ça au quotidien, une énergie retenue
mais même pour des personnes polyhandicapées qui ne peuvent pas forcément communiquer. Il y a une énergie en elles. Et c'est à nous, êtres humains, familles, professionnels du monde du handicap, mais pas forcément du monde du handicap, de trouver les bonnes technologies pour pouvoir non pas construire un barrage, parce qu'il est là le barrage, mais construire l'intérieur du barrage et la distribution de l'énergie qui sort du barrage pour récupérer la puissance vitale et la distribuer au monde. Et c'est justement ce qui est à l'origine du réseau humain, dont je vous parlerai plus tard. Par rapport à cette loi naturelle, je vous renvoie à vous-même. Parce que, en fait, nous nous rendons compte depuis une quinzaine d'années que notre couple, qui n'est pas ordinaire, t'as l'air en douter. Non? Je ne fais pas remarquer. Ah ben moi non plus, mais il n'est pas normal. Il y en a d'autres ici, ça va. J'étais pas normal, mais toi, ah, toi non plus. Ben, on est bien, tiens. Donc, on n'est pas ordinaire tous les deux. Donc, si on n'est pas ordinaire, nous sommes extraordinaires. C'est pas nous qui l'avons dit. Mais on sait faire dire. C'est d'ailleurs le but de mon métier, c'est de faire parler les autres. Alors, et de les aider, évidemment, à aller mieux. Mais l'extraordinaire est là pour, non pas pour lui-même, l'extraordinaire pour l'extraordinaire, on n'en a rien à faire. Mais la seule utilité de l'extraordinaire est d'éclairer l'ordinaire. Notre ordinaire. Et nous nous rendons compte que notre façon d'être, de vivre, de faire, même en couple, ça interroge. Ça nous renvoie à nous-mêmes, déjà à nous, parce que nous en sommes conscients, mais ça renvoie aux autres, à la nature de l'amour conjugal et de la famille. Donc, il est dans cette conférence aussi de vous renvoyer à vous-même, parce que c'est l'objectif du handicap. Trop souvent, le handicap, voyez-vous, est considéré, et c'est pas un reproche, c'est naturel, que le handicap attire
la compassion, la demande d'aide, la dépendance, et c'est normal. Mais en retour, nous ne voyons pas forcément la nature de l'autre handicapé renvoie à notre fonctionnement, à notre expérience de validité. Donc, je vous renvoie à la conscience de votre propre loi naturelle, de votre propre identité. Êtes-vous ou êtes-nous vraiment conscients de notre loi naturelle, de notre fonctionnement naturel? Et c'est la base. C'est aussi la base de notre histoire. Parce que si nous nous sommes mariés en 2001, ce n'est pas parce que l'un et l'autre cherchaient à tout prix sa moitié et avait nécessairement besoin de l'autre pour être accompli. Non. Enfin, c'était pas mon cas. Toi non plus? Ah, c'est rassurant. Ah non, tu me révèles des choses comme ça devant tout le monde. Tu verras plus tard. Bon. Mais... Ah oui. Mais c'est parce que nous étions déjà heureux de ce que nous étions que nous avons pu apporter que l'un à l'autre. L'amener au bonheur de l'autre. Et cela n'a fait que d'enrichir notre amour. On entend souvent dire que les plus grandes histoires d'amour, notamment dans la littérature, seraient celles qui finissent mal. Je ne suis pas du tout d'accord, parce qu'à mon sens, c'est juste fuir la réalité et fuir l'incarnation. S'il faut que Roméo et Juliette se suicident ou meurent tout forcément à la fin, en fait, il n'y a pas de vie, c'est juste la mort. Alors que rien n'est impossible à deux, oui, mais à condition que je sois moi. Je ne suis pas derrière l'autre, je ne vais pas le suivre, l'autre, mais je suis moi. Et à ce moment-là seulement, je suis capable de me donner. Se donner, ça n'est pas l'oubli de soi. C'est même tout le contraire. Parce que je ne peux me donner que si je suis capable de réaliser vraiment dans le réel, mes potentialités. Elles peuvent dormir toute une vie, au fond de moi, tranquille, bien au chaud, inexploitées. Et la réalité et la vie et l'amour passent par la réalisation. Et c'est à ce moment-là que mes talents prennent leur sens, parce qu'ils s'ouvrent à l'autre. Et les histoires d'amour, normalement, toutes les nôtres, parce qu'on n'est pas les seuls, donc on parle pour vous, mais vous auriez bien des choses à dire là-dessus tous. Elles prennent sens dans l'échange du don. Et concrètement, c'est vraiment un équilibre à trouver. Non pas un équilibre qui chercherait à tout prix l'égalité.
D'ailleurs, l'égalité ne rime pas avec équilibre parce que l'équilibre est toujours un état à chercher en permanence. Grâce au respect de chaque identité. Et nous, dans notre vie conjugale, sans rentrer dans notre intimité qui n'aurait pas beaucoup d'intérêt, mais il est évident que avec le handicap, je ne peux pas faire certaines choses que Séverine peut faire, et réciproquement. Et c'est aussi valable dans notre travail quotidien, à la fois familier, mais aussi extérieur à la famille, dans la façon de gagner sa vie. Nous avons déjà l'un et l'autre des soucis à se faire si on s'y arrêté par rapport à nos retraites respectives. Parce que inutile de vous dire que mon début de carrière et mon évolution professionnelle est légèrement à mon image. Vous voyez, bancal. Et souvent, quand on finit des études, on pense à un avenir, à une évolution professionnelle, même en tant que dans notre génération qui vit un contexte économique difficile. On peut plus ou moins tracer un chemin. Ben moi, j'ai essayé de me le tracer et de demander à plusieurs personnes de m'y aider. J'étais assez embêté, hein. Donc, j'ai dû me faire mon cursus professionnel, mon évolution de carrière. Il n'y a que moi qui puisse l'envisager. Et c'est vrai qu'il y a des situations difficiles, mais c'est la vie d'un dirigeant où j'ai toujours dû entreprendre, et je me rends compte qu'à l'heure actuelle, autour de moi, je tisse un réseau pour m'aider. Mais à chaque fois que j'interviens dans un écosystème professionnel, il y a des événements inattendus que suscite le handicap, et ça m'émerveille quotidiennement, sans en retirer la difficulté, évidemment. Et toi aussi, c'est un peu pareil, non? C'est assez compliqué aussi.
Parce que j'ai beaucoup de casquettes. Alors, au fil de la journée, j'en change. Le matin, disons qu'il y a les enfants, vite, l'école, beaucoup de choses à faire. La maison à mettre en route, ranger, voilà. Jean-Baptiste a quelquefois besoin d'un petit coup de main, ça arrive. Parfois, pas très souvent, un peu. Et puis, je travaille de la maison. Alors c'est une grande chance, parce que, pour le dire tout net, un couple comme le nôtre ne pourrait pas survivre affectivement, émotionnellement, physiquement, si je travaillais tout le temps à l'extérieur. Je crois que ça exploserait. Peut-être que d'autres y arriveraient, mais pas nous. Et donc j'ai choisi, puisque je suis écrivain, je suis pratiquement née comme ça, avec un crayon dans la main, le genre de travail qui met pas forcément beaucoup de beurre dans les épinards. Et malgré tout, j'ai décidé de le faire parce que c'était ce que je savais faire de mieux. Et donc je travaille de la maison doublement, parce que je suis aussi derrière mon ordinateur, dès que tout le monde est à l'école ou à la crèche, la crèche pas tout le temps, mais 2 heures le matin de temps en temps. Et j'écris le plus vite possible jusqu'à ce que je vois l'horloge qui arrive et dit il faut vite retourner chercher numéro 2 à l'école, et puis numéro 3 à la crèche, et puis vite se dépêcher de préparer le déjeuner, de tout jeter dans la casserole et de voir ce que ça fait. Bon voilà, c'est une vie où je cours beaucoup, mais en même temps, j'ai découvert avec Jean-Baptiste à la fois, d'abord en premier lieu sans doute, l'interdépendance. C'est un mot magique chez nous, l'interdépendance. Nous ne sommes pas indépendants l'un et l'autre. Notre interdépendance est de 3 ordres sans doute. On pourrait en trouver d'autres, mais je les ai rassemblés sous 3 types particuliers. Elle est financière, elle est affective, affective et morale, on peut dire aussi, mais mettons affective, et décisionnelle. Elle est financière parce que nous avons besoin l'un de l'autre. Parce que le travail d'écrivain et de mère de famille, voilà, c'est un choix, c'est un vrai travail, à plein temps, pratiquement 24 heures sur 24, sauf quelques heures pour dormir quand même, plus mon travail personnel que j'essaie de développer, mais seule, je ne pourrais pas m'en sortir à l'heure actuelle, ni nous faire vivre à moi toute seule. Donc c'est une confiance que nous avons l'un dans l'autre et une interdépendance pour que tout fonctionne dans un équilibre fragile, mais qui nous paraît humain. Affectif parce que c'est une sécurité affective que nous essayons de nous donner l'un à l'autre et de donner aussi à nos enfants. Par la capacité à nous donner du temps les uns aux autres. Par l'imposer. Ce temps que nous nous donnons les uns aux autres. Et puis décisionnel, parce que chaque décision que je prends, chaque décision que prend Jean-Baptiste a des conséquences sur lui, sur moi, sur les enfants, sur tous ceux qui nous entourent. Il y a tout un réseau autour de nous, de famille, d'amis, d'entraide. Il m'arrive souvent de surprendre les gens quand je dis que pour nos 3 garçons, nous achetons très peu de vêtements. En tout et pour tout, depuis 13 ans, j'ai dû acheter un sac plein de vêtements. Tout le reste, ça a été donné par des réseaux, par le troc, par les échanges, par les parents qui se débarrassent des vieux vêtements de leurs enfants qui sont trop petits et qui nous arrivent à nous et que nous redonnons à notre tour. Et c'est une vraie forme d'économie. On la voit poindre autour de nous et c'est comme des petites pousses d'herbes toutes neuves dans une société qui est en train de s'effondrer financièrement et voilà, de toutes sortes de manières que nous voyons très clairement autour de nous. Et je trouve qu'il me semble que cette interdépendance, c'est comme, on pourrait l'appeler un peu pompeusement, mais chaque mot a son importance, c'est une performance collaborative au service du bien commun. Mais je crois que c'est valable pour toutes les familles. Mais en particulier quand on la vit dans des conditions de grande fragilité, comme nous. C'est une performance parce que le but du jeu, c'est de réussir. De réussir à vivre heureux et d'avoir le pain quotidien. Collaboratif parce que c'est ensemble qu'on l'a fait et en même temps, nous avons aussi besoin des autres. Régulièrement, nous sentons le petit coup de pouce des collègues, des amis, des confrères, des collaborateurs, toutes les personnes qui travaillent avec nous, autour de nous, parfois ensemble, et parfois d'une manière très ponctuelle, mais c'est un vrai réseau humain, une vraie entraide, quelque chose d'humain et de vivant et un vrai travail, parce que le travail est vraiment au cœur de la société. Et puis en vue du bien commun, parce que c'est un des fondements de notre foi,
Il faut un but à tout ça. C'est pas juste pour nous, c'est pas pour nous enrichir, c'est pas pour la gloire de se voir un jour sur le net, c'est pas ça. Le bien commun. Voilà. La famille, ça va loin. Et même plus loin que la vie, ça va jusqu'à l'éternité quand même. Hein. Oui. Donc voilà. Et justement, ce qui est étonnant dans cette étude, au niveau définition de l'interdépendance, qui amène à l'autonomie. L'autonomie, ce n'est pas de devenir indépendant, c'est comme le dit Charles Dardoux, qui est prof de sciences de l'éducation en face à Lyon 3, il dit que l'autonomie, c'est de savoir gérer ces interdépendances. Parce que quand on ne sait pas gérer ces interliens, des liens peuvent nous opprimer. Et c'est à la personne de savoir gérer ses dépendances en demandant. Et c'est là où nous sommes véritablement autonomes. Et ce qui est amusant, c'est qu'en réunissant tous ces éléments, je constate que l'année dernière, par exemple, j'ai eu une année avec beaucoup de conférences. C'était génial. Cette année, bon, c'est peut-être le début de l'année, mais il n'y en a pas beaucoup. Bon, c'est comme ça, et puis voilà. Mais il y a le réseau humain qui est à développer. Et tous les jours, je découvre des potentialités formidables que je n'avais pas imaginées quand je l'ai fondé. C'est remarquable. Je me promets émerveillé. Et je terminerai par le réseau humain en respectant l'heure qui nous est impartie. L'origine, c'est qu'il y a quelques années, au milieu de la nuit, je me réveille en me disant, mais je galérais dans mes formations qui me crevaient, un consultant valide, un formateur qui anime une journée d'animation, de formation, il est lessivé. Ben moi, petit à petit, ça allait, il y a 10 ans, 5 ans, mais le handicap me fatigue davantage. Et c'est normal, j'ai la même composition que vous, et en plus je porte une erreur. Je ne suis pas une erreur, je porte une erreur. Donc, c'est lourd. Et un jour, je me suis dit, moi qui adorais Internet, les nouvelles technologies, c'est formidable. Avec un handicap, ça a révolutionné ma vie. Uniquement les réseaux professionnels
je rentrais en contact avec des personnes grâce à ma page LinkedIn ou vidéo avec des personnes avec qui je n'aurais pas pu rentrer en relation physiquement parce que le handicap était là. Et grâce au numérique, entre autres, ça a permis de dépasser automatiquement les préjugés. Et puis ainsi mettre en contact d'autres personnes avec d'autres personnes, et après ça fait un effet boule de neige. Donc je trouve ça formidable. Et quand je ne suis pas en conférence, je suis sur Internet. Voilà. Ça pourrait être bête et naïf, mais il faut rien de la journée. Facebook, oui, je passe des heures entières sur Facebook. Et ben oui. Mais quand ça n'alimente pas mes conférences, ça m'aide à créer des liens et faire du business. Et en voyant ces deux constats, l'un, mon handicap qui me ralentissait, qui était lourd, je me plains pas du tout, hein, c'est une réalité, et puis voilà. Et puis Internet qui se développe et qui n'a pas fini de se développer, hein. On est au début de cette transformation numérique des entreprises. Je me dis, mais associons les deux, le numérique et le handicap. Et ça serait génial si, à un endroit précis, quand on met handicap sur le net, il y a plein de choses. Et heureusement, mais il n'y a pas d'endroit où il y a une communauté sensibilisée au handicap, où il peut y avoir des services spécifiques à ce monde de handicap. Donc je vous passe toutes les étapes de l'évolution de l'entreprise, mais là la boule de neige commence à prendre, c'est formidable. Et d'ailleurs, c'est Pierre-Yves Domède, un de mes amis, Pierre-Yves Domède, qui parlait du travail invisible, et il disait quelque chose de fort intéressant, et que ce modèle économique, n'avait pas fini de s'effondrer, mais on pourrait se désespérer, comment on va faire. Mais justement, il y a d'autres choses à innover. Il y a un nouveau modèle économique à mettre en place. Et on est dans une époque formidable. Et moi, ça me réjouit parce que la précarité qui est souvent critiquée, encore aujourd'hui d'ailleurs, et c'est pour ça toutes ces grèves, mais au lieu de se mobiliser pour critiquer quelque chose, trouvons un nouveau système
travaillons. Et moi, je n'arrête pas de travailler. Et ça me passionne. C'est Brune qui me dit, et oh, maintenant, tu pourrais peut-être venir te reposer. Oh non, j'ai encore un petit truc à faire sur le réseau humain, là. Et donc, il y aura plein de services pour le monde du handicap et de la dépendance. Pas uniquement le handicap présentement, le mien, mais la dépendance. Donc, vous voyez, c'est votre avenir. Hein. Par contre, rassurez-vous, on va tous y passer. Et vu vos têtes, il y en a, je peux vous assurer que ça ira beaucoup plus vite que d'autres. Donc, réjouissons-nous. Et je termine par vous d'annoncer déjà un service du réseau humain qui est le financement participatif de projets handicap et dépendance. Grâce à mon partenariat avec, peut-être vous le connaissez, ce site Credo Funding, dirigé par Eric Didio, qui finance déjà des projets pour les communautés chrétiennes. Et donc, avec Credo Funding, je vais contribuer au financement de projets handicap et de dépendance, des nouveaux produits, des voyages, des projets à la fois pour une personne physique qui a un projet, qui veut avoir du financement, pour des associations et pour des entreprises aussi. Et mon but, c'est de créer une communauté de financeurs qui est intéressée uniquement par le handicap et qui veulent financer et ne pas uniquement financer s'ils veulent contribuer au développement de ce projet et d'un projet qui est sur la plateforme du financement participatif. Donc, en effet, rien n'est impossible à deux dans la relation. Merci. Merci, j'ai cru que tu allais dire rien n'est impossible à Dieu dans la relation. Mais peut-être qu'on pourra en parler dans les questions aussi. Parce que c'est le temps des questions, mes amis. Et Thierry me dit qu'il n'en a pas, donc il n'y a pas de questions sur le web, mais vous pouvez encore en poser, ceux qui sont sur le web, en cliquant sur le chat. Et puis nous, ici, on peut en avoir. Alors, soit on a des petits papiers, si on n'en a pas, comme il faut quand même que ça s'entende, ben je vous approche le micro et vous la posez et vous nous répondez. On fait comme ça? Soit vous me l'apportez sur un petit papier pour que je puisse la lire, tout ça, pour que ça puisse passer dans les tuyaux et dans les fils, pour que ça aille à nos auditeurs.
Voilà, donc le temps est aux questions. Un grand merci en tout cas à vous. Et non, oui, après je dirais à la conclusion, je dirais autre chose. Donc voilà, c'est à nous. Est-ce qu'on a envie d'en poser une là maintenant? Alors moi je vais commencer, mais ça va en donner parce que quand je t'ai entendu Séverine parler de 3 dimensions d'interdépendance que tu as nommées comme étant financière, affective et décisionnelle, comment? Alors justement, j'avais demandé, et peut-être je reviens sur rien n'est impossible à Dieu, est-ce qu'elle renvoie à l'expérience spirituelle, cette expérience d'interdépendance, et si oui, est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, moi je dirais que rien n'est impossible à deux, à condition qu'il y ait de la place pour le manque, pour la fragilité, pour la croix, parce que dans un couple, d'abord dans un couple, je ne demande pas à l'autre de me combler. Ce serait lui demander l'impossible. Et pire même, ce serait comme dans la Bible. Il est dit que, je crois que c'est dans Isaïe, mais vous irez peut-être vérifier la référence, que demander, mettre sa foi, littéralement, mettre sa foi, sa croyance dans un être humain, un mortel, c'est habiter une terre salée, désolée, inhabitable. C'est vrai. On a tous expérimenté un jour ou l'autre de demander trop à quelqu'un qui ne peut pas vous le donner. Et dans un couple, ça fait des ravages, bien sûr. Alors qu'à Dieu, oui. À Dieu, on peut tout lui demander. Mais il ne va pas nous donner ce que nous ne demandons pas. Ça ne fonctionne que si nous sommes capables de dire oui, là, je manque de quelque chose et j'ai besoin d'un petit coup de main. Ouais. Ou d'un gros coup de main. Merci. Jean-Baptiste, tu veux ajouter? Oui, l'interdépendance spirituelle est présente souvent dans nos temps de prière. À la fois quand l'un ou l'autre est un peu tiède ou n'a pas tellement envie ne peut pas, l'autre est là pour le soutenir et peut-être prier pour Séverine. Moi, ça me revend peur maintenant d'ailleurs de prier pour mon épouse et de la remercier pour tout ce qu'elle est et tout ce qu'elle fait dans la maison, en particulier ce que je ne peux pas faire. Aussi émerveillé de pouvoir avoir cette vie, cette famille, et cela me dépasse et je ne peux que rendre grâce pour tout ce qui m'est donné. Il y a aussi l'interdépendance surtout en cette année jubilaire de la miséricorde, l'interdépendance de la miséricorde. Oh, combien nous avons besoin de se la donner l'un à l'autre, cette miséricorde. Quand l'autre a peut-être échoué quelque chose ou a tenté quelque chose et qui n'a pas été comme il aurait pu l'imaginer. Avoir quelqu'un qui reconnaisse cette misère, et je ne peux que le faire, je ne parle pour moi, miséricorde, reconnaître la misère humaine,
ben, je ne peux que le faire si je suis en relation avec un autre qui me dépasse. Quelle chance avons-nous d'être chrétiens, croyants, pratiquants? Ça m'émerveille toujours. Je vois en tant que psychologue, je m'intéresse aux différentes thérapies et de voir le développement de la pleine conscience, d'être présent. Et alors, c'est valable, hein, très bien. Mais, la méditation qui amènerait le bonheur, certes, peut-être, mais il y a quoi au cœur de tout ça? Il y a le vide, il y a un vide. Pour être plus présent, ben, moi, il n'y a pas de vide. Il y a Dieu, il y a le Seigneur, il y a cette relation qui me nourrit en permanence. Merci. Levez la main hein, si vous avez une question. Toujours pas, alors je vais continuer. Oui, on va la eu. Est-ce que le réseau humain, c'est aussi valable pour les étudiants ou c'est juste pour les professionnels? Non, c'est valable pour toute personne touchée ou intéressée par le monde du handicap. Il faut quand même avoir un lien avec le handicap, mais j'ai pas voulu le réseau handicap, j'ai voulu le réseau humain, parce que, en fait, le handicap dans la nature humaine, c'est le plus dur, le plus difficile à traiter. Ça nous interroge. Et souvent, nous disons qui peut le plus, peut le moins. Ah oui, mais nous ne faisons pas beaucoup. Hein. C'est plutôt qui peut le moins. Ben non. Après, on est bloqué. Oh, c'est bizarre. Oh, ah, on n'avait pas pensé au handicap. Oh, ah là là. Pour un bâtiment, par exemple. Ah tiens, on n'y avait pas pensé. Ah ben, essayons d'y penser à l'origine. Ça peut aller mieux après. Parce que ce qui est valable pour une personne handicapée, et Dieu sait si on se sera pété des neurones sur cette problématique, ben on pourra plus facilement l'adapter au commun des mortels. Voilà, c'est bête. Hein. Donc, oui, c'est les services qui seront développés à partir du handicap seront adaptables plus facilement à tout le monde. Et on en est au début. Oui. On va y arriver, on va y arriver. Déjà, je voulais vous remercier pour votre témoignage. En fait, ce qui m'a frappé, c'est que vous disiez que le handicap, c'est finalement un catalyseur de ce qu'on peut vivre. Et moi, j'étais très touchée parce que
mon mari n'est pas handicapé, et ce que vous avez dit sur le couple a renvoyé à beaucoup de choses que j'ai pu ressentir dans notre propre relation de couple. Et vous disiez que vous aviez des enfants, et j'aurais aimé avoir votre regard sur la relation parent-enfant avec le handicap, et parce que peut-être que ça révélera aussi des choses que moi je peux vivre dans ma famille avec mes enfants, mais sans ce catalyseur. Et voilà, ça m'intéressait d'avoir votre retour. Merci. Qui commence? Alors, par rapport à nos 3 garçons, j'en profite au début, quand ils sont jeunes, parce qu'il y a un moment où ça m'erdouille toujours. Par rapport à mon handicap. Au début, bon, papa, et voilà, c'est papa. Hein? Et à un moment, ça s'est produit pour les 2 premiers, où au début, il y avait des câlins, il y avait, bon voilà, de la tendresse, à un moment, alors c'était différent pour les 2 premiers, à 3 ans pour l'un et 4 ans pour l'autre. Il y a un moment où on ne peut plus se voir. Il me fuit, c'est peut-être normal, mais le handicap amplifie ça. Et comme si il découvrait que la validité des autres hommes était différente de l'expérience de mon handicap, et ils doivent se coltiner mon handicap. Évidemment, ils doivent faire un cheminement. Et après, c'est toujours un équilibre à trouver. Et je sais très bien que ça peut ne pas être facile, évidemment, pour chacun d'entre eux de m'accepter tel que je suis. Mais d'ailleurs, moi non plus, c'est pas facile de les accepter tels qu'ils sont, parce que c'est ça qui est super intéressant, c'est que j'ai choisi Séverine. C'est tout. J'ai pas choisi les autres. Les autres, je les ai reçus et je les aime, évidemment. Ils sont pas sur Internet. Ah si, ils sont. Allez vous coucher vite. Non, c'est pas vrai. C'est vrai que cette crise, en général, se produit au moment où les psys appellent la... à l'âge que les psys appellent la mini-crise d'adolescence, vers 3-4 ans. Et c'est vrai que c'est le moment où les enfants s'opposent pas mal, sans doute ils essaient d'affirmer leur identité, je suppose, et quand leur identité rencontre le handicap, c'est vrai que c'est là que ça fâche un peu. Mais c'est intéressant parce que effectivement c'est décuplé, parce qu'on a peu de parents autour de nous qui disent ça, mais les parents où l'un des deux est handicapé, je pense, savent très bien de quoi il est question. En fait, ils acceptent leur filiation, tout bêtement, je pense. Faites-moi peur. Bouh. Ça marche pas. Ah bah non. Mais
Ah! C'est pas une question, c'est un peu ce que j'ai vécu moi un peu plus tard. C'est par rapport, vous n'en avez pas tellement parlé, mais c'est sous-jacent à tout ce que vous avez dit. C'est l'histoire du regard. Ça, c'est vrai qu'on pourrait en parler longuement, des pages entières. Et à propos de cela, je pense à nos enfants. Et je sais que à l'école primaire, quand ils étaient quoi, en 9e, non, même plutôt, 10e, à un moment donné, ils n'appréciaient pas que j'aille les chercher à l'école. Parce que ce qui les troublait, c'était le regard de leurs camarades sur moi. Et ça les mettait très mal à l'aise. Donc, ils préféraient que je ne vienne pas. Et ce n'était pas uniquement l'école, il y a eu aussi un épisode avec quand mon fils était au Louveteau. Et là, j'ai dû aller voir quand même la cheftaine pour en parler et mettre un peu les choses au point. Et puis, il y a eu un autre épisode, c'est vrai, c'est quand j'ai amené ma fille aînée à son camp, parce qu'elle n'avait pas pu partir le jour même, et je suis arrivé dans le rendez-vous était à la messe, dans un lieu à la campagne là-bas. Et nous sommes arrivés juste à temps à la messe et nous avons remonté l'église, Alix et moi, sous les regards des fidèles et surtout des Jeannettes. Et je peux vous dire que ça a été très difficile et pour Alix et pour moi. Et est-ce que serait, comme j'ai le micro, je voudrais poser une question à Séverine. Je pense que toi aussi, tu as dû subir des regards des uns et des autres à propos de la démarche, par exemple, de Jean-Baptiste. Merci. Donc, deux questions pour les enfants et pour Séverine. La différence, c'est que moi j'ai choisi Jean-Baptiste en étant adulte et en pleine connaissance de cause. Donc j'ai pris le package et puis voilà. On ne dira pas le prix, hein. Il prend mal, il va mettre sur moi aussi. J'étais un vieux fond, une vieille fin de série. Ah oui. Maman aussi, hein. Je peux t'expliquer que mes 30 ans c'était l'âge fatidique, vous voyez. On disait à mon époque fin de race. Mais c'est vrai que pour les enfants c'est plus difficile. Et notre aîné a trouvé la parade. Il fait un peu de rentre-dedans. Il joue un peu au chevalier au grand cœur. Je défends mon papa, il n'a pas intérêt à lui toucher un seul de ses cheveux parce que sinon je te rentre dedans. Donc voilà, il a 13 ans, c'est normal. Mais pour les enfants, c'est vrai, c'est beaucoup plus douloureux. Parce qu'ils ont tout un chemin à faire, c'est vrai qu'ils n'ont pas choisi. Merci. Oui. Je voudrais simplement revenir à votre couple, parce que vous transcendez votre couple avec une démarche de foi extraordinaire d'abord. Et puis quand je vous vois tous les deux, eh bien je me remémore moi-même 62 ans d'un amour infini. Ma chère épouse qui est partie il y a 10 ans, elle est tellement présente que tous les jours on est ensemble, je lui fais le relais de la journée. Alors je veux dire, ça pousse très loin. Alors, et les petits oisillons, 6 oisillons, sont partis. Et alors, bon, il y a la famille, mais je reste tellement... Alors maintenant, je suis avec ma fille depuis 6 ans, qui est religieuse. Alors, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'allais dire, c'est presque une grâce du Seigneur, jamais j'aurais envisagé ça. Alors, c'est ma fille et c'est ma sœur. Parce qu'elle est religieuse en plus. Alors, comme ça fait... Voilà. Mais c'était simplement pour vous dire, à travers votre amour, je ne parle pas du reste, parce que même en situation normale, c'est pas une masse à faire d'élever les enfants. Et alors, mais je comprends, j'ai plein d'admiration, et pour l'un, et pour l'autre. Parce que c'est vrai, vraiment, chapeau, parce que j'ai pris le bouquin, c'est extraordinaire. Merci. 62 ans, vous avez dit?
Ah oui, 62 ans, ça fait Et vous, 71. ça fait combien? Ça fait 15. Ça fait que 15. Ah oui, alors non, mais c'est simplement... Il y a de l'avenir. Il y a de l'avenir. Merci, monsieur. Oui? C'est juste pour rebondir, nous on est à 25 et on est grands-parents. Donc il y a de l'avenir. Merci. Est-ce qu'il y a encore une question qui viendrait? Oui? Merci. Vous avez parlé tout à l'heure de ce grain de sable et de cette erreur. Les erreurs ou les grains de sable peuvent avoir des formes différentes. Et finalement, est-ce que tous ces grains de sable permettent cette vie à deux? Et qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un pour qui envisager une vie de couple peut être compliqué? Je vous entends pour plusieurs parler de votre vie de couple. Je trouve ça merveilleux parce que je trouve que c'est formidable d'avoir cette possibilité d'aimer. Voilà, malgré, avec, grâce, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui souffrent de cette question de savoir si finalement une vie à deux, avec Dieu, enfin voilà, est possible. Merci de cette question. Je dirais que le mariage n'est pas un état de complétude. C'est un cadeau. À titre personnel, jusqu'à ce que je rencontre Jean-Baptiste, je n'y croyais pas pour moi. Pour toutes sortes de raisons. Parce que j'ai été longtemps très blessée et j'avais l'impression de ne pas être un cadeau à faire à un homme. Voilà, comme ça. Et cette question, moi aussi, me taraude. Parce que j'ai par exemple toujours détesté qu'on nous félicite quand on était fiancés. On disait, mais nous féliciter de quoi? On a juste reçu un cadeau merveilleux de nous reconnaître et de choisir de vivre ensemble. Mais quand ça se passe mal, parce qu'on a des amis pour qui ça a pu se passer très mal, ou bien quand il n'y a personne, ou quand on se dit, de toute façon, vu mon état, je peux toujours rêver. C'est là que je parlais tout à l'heure du manque, c'était pas tout à fait par hasard. C'est que je ne voudrais pas faire croire que dans une vie de couple, même quand il y a beaucoup d'amour, on puisse être comblé. Ça n'est pas possible et ça n'existe pas. On avance ensemble vers un but. Mais en sachant qu'à la limite, ça n'est pas le chemin qui compte le plus, c'est le but. Je pense c'est une amie célibataire qui m'a dit ça il y a plusieurs années déjà. Que pour elle, justement, c'était en fait, comment dire, elle a à la fois une telle lucidité sur le manque qu'elle éprouve et une telle capacité à comprendre les couples et leurs difficultés parmi ses amis, que je me suis même dit que cette femme qui est célibataire avait toute sa place dans une préparation au mariage. Et qu'il n'y a surtout pas à attendre de l'autre, d'un conjoint éventuel, ou d'un fiancé, ou d'une fiancée, ce qui me manquerait. Mais à vivre la vie telle que je l'ai reçue, comment dire, le mieux possible. Je dis ça parce que par expérience, je sais que si j'avais rencontré Jean-Baptiste, mettons, 10 ans plus tôt, j'aurais bien aimé. Mais il ne se serait peut-être rien passé. Moi aussi. Je m'appuie juste sur mon expérience. Je peux pas généraliser sur la vie de tout le monde, mais je ne l'aurais peut-être pas remarqué. Je n'aurais pas été capable de comprendre à qui j'avais affaire. Ça fallait être miro. J'ai essayé de passer une affaire. Et c'est pas possible. C'est pas pour toi. D'ailleurs, je crois que tu ne m'aurais pas remarqué non plus, d'ailleurs. T'étais un peu plus petite, non?
Il y a en 97, il avait 25 ans. Il y a un prêtre, un ami prêtre, qui me dit et si à 40 ans, tu es toujours célibataire, tu fais quoi? C'était hard, hein? Prends ça dans la figure. Mais il a eu raison. Imaginez faire quoi si on est toujours célibataire? Alors, j'aurais pu m'en désoler et puis dire ah ben vous savez, il m'a dit tout raser. Mais au contraire, il m'a aidé. Et merci à cet ami de m'avoir dit ça, car cela m'a permis d'aimer la situation qui était la mienne à ce moment-là, de m'apprécier et de trouver ma joie dans ce que j'étais amené à vivre. Et maintenant, en tant qu'époux et père, mais cette question peut être aussi la même. Parce que si on prend la même durée, il y avait 15 ans, c'était 25, il m'a dit à 40 ans, oui 15 ans. Et si je me dis pareil aujourd'hui, maintenant, ça ferait soit 57, 56 ans. Et si on me dit, et à 56 ans, si tu es veuf, célibataire, qu'est-ce que tu fais? Parce que c'est là, ça peut être une question qui peut désoler la personne, ou au contraire, révéler l'amour. Et je suis incapable d'y répondre, évidemment, au même titre que j'étais incapable de répondre à 40 ans si j'étais encore célibataire. Mais c'est vrai qu'en tant que marié et heureux de l'être, nous parlons bien évidemment des célibataires où c'est difficile à vivre ce célibat, mais en tant qu'homme marié, femme mariée, c'est pas une panique, une angoisse évidemment, mais l'épée du veuvage, elle est là. Et ça peut arriver à ta question. Et qu'est-ce qu'on fait? Là,
nous, on se les demande de temps en temps, pas comme une peur, angoisse, mais comme une réalité possible. Donc, nous sommes seuls au monde, même si nous sommes entourés et bien entourés, nous sommes seuls au monde. Seul, on est seul, on meurt seul. Même des jumeaux, au moment du passage, il y en a qu'un qui passe à la fois. Hein. On fait le passage tout seul, et même si on meurt, même en chambre, c'est notre chaîne le plus cher, ça. On aimerait se mourir ensemble, soit pas très loin l'un après l'autre. Et ça arrive, hein. Il y a plein de cas où c'est superbe d'ailleurs. Et bon, ça on ne décide pas, mais et même quand on meurt ensemble, le cercueil, on n'est pas comme dans un lit à 2 places, hein. Il est seul aussi. Donc on est peut-être l'un au-dessus de l'autre, mais oui, c'est plutôt des lits superposés après. Bon, mais vous voyez, cette réalité, elle est présente et c'est la même. C'est celle du bonheur et de la relation avec l'autre. Merci beaucoup. Et comme je vois que le temps passe, il va falloir accepter que ça soit la dernière question et la dernière réponse, mais pas la fin de notre relation. D'abord parce que tu viens de dire nous sommes seuls mais reliés, et nous demeurons reliés dans nos solitudes les uns les autres. Et je pense que ce soir, vous avez mis du lien entre nous. Moi j'aime bien ce terme révélateur, amplificateur, et bah, peut-être que nous nous sommes révélés à nous-mêmes grâce à votre témoignage, et peut-être qu'il y a des choses de notre vie que nous comprenons mieux, mais nous pouvons continuer à rester reliés. Et là, je vais passer la parole à Loïc, grâce au livre. Et donc, Loïc Joncheret, qui est donc directeur d'un Procure Lyon, va nous parler de vos livres pour que nous puissions les lire avec bonheur. Alors, Jean-Baptiste a parlé beaucoup d'Internet, mais si vous voulez rester à la page aujourd'hui, il faut passer par le livre. Voilà. Donc, j'avais d'autres blagues, mais je te la ferai toi tout seul, parce que je ne sais pas si elle est bien. donc, vous avez 2 livres, un de Séverine, et donc un autre de Jean-Baptiste, donc chacun avec leur personnalité. Et donc, vous avez peut-être pu découvrir là aujourd'hui, ce soir, vous connaissez peut-être déjà, donc un petit peu leur originalité à l'un et à l'autre. Et je crois que ce qui est intéressant dans ces 2 livres, c'est que vous les retrouvez et l'un et l'autre. Voilà. Donc avec Séverine, donc, moi ce que j'ai beaucoup apprécié dans son livre, c'est aussi, donc elle est dramaturge, donc le côté littéraire, la qualité littéraire de ce livre, avec toute la profondeur, comme elle sait si bien la restituer au niveau de notre humanité. Et Jean-Baptiste, toute sa spontanéité, son humour et aussi sa profondeur, de façon différente, et c'est ce qui fait leur richesse. Aussi, je vous conseille d'acheter les 2. Il y a un prix. Il y a un prix. Pour les 2. Oui, il y a un prix. Donc, celui de Jean-Baptiste est un peu plus cher. Il a 15 €. Et Séverine, 14. Il se suit à 1 €. Vous voyez, c'est. Voilà. Et quand on prend les 2, il y a un prix ou pas? Il est bon en business. Hein. Il est bon en business. Il n'y a pas de prix, mais il y a une dédicace. Vous allez dédicacer, hein, vous pouvez aller le soir. On peut se les procurer. Alors. Et ce que j'ai envie de dire pour nos amis qui sont... Il y a un prix, c'est 29 €.
Et pour ceux qui sont sur le web, eh ben, c'est dès demain qu'il faut aller pour les Lyonnais à la procure pour les acheter. Et pour ceux qui ne sont pas de Lyon, ben, ils vont à la procure la plus proche ou bien ils vont sur le site de la procure et on peut les acheter. Mais pour la dédicace, il faut être sur place et ce soir. Il faut vraiment. Alors pensez à vous, pensez à vos amis. C'est des témoignages qui peuvent aussi toucher vos amis. Un immense merci, Séverine, Jean-Baptiste. Un immense merci de vous être ainsi donné à nous ce soir. Hein, autour de ce thème. On peut les applaudir. Il y a Thierry qui me rappelle, et il a raison, que toujours nos liens, ils sont forts, puisque le 17 mars, il y a ici même à Lyon une journée des mamans qui ont un enfant malade ou handicapé. Il y a encore des places, donc on peut encore s'inscrire. Et c'est un moment exceptionnel. Et donc, aider les mamans à venir. Quelquefois, les mamans, elles ont besoin d'être aidées, pas tant pour le décider que pour l'organisation. Donc voilà, leur proposer d'aller chercher les enfants à l'école, ou de les amener à l'école le matin, ou de s'occuper du repas de midi, pour qu'elles puissent venir, et que pendant cette journée, elles puissent prendre soin d'elles-mêmes dans ce lieu. C'est vraiment un cadeau à leur faire. Donc pensez-y, parlez-en. Ça n'a pas lieu qu'à Lyon, je le dis pour nos amis du web, mais ça a lieu aussi à Bordeaux, à Paris, à Toulouse, ou encore à Colmar, Dijon et Versailles, le 17 et puis le 19 mars. Donc allez sur le site de l'OCH et aidez les mamans à y aller, ça leur fait un bien fou. Voilà, c'est un plus beau cadeau qu'on puisse faire à une maman d'enfants handicapés cette année, à la journée des mamans. Voilà. Une dernière proposition avant qu'on se retrouve, c'est que sur le site internet, il y a un truc qui s'appelle don. Vous cliquez dessus, vous faites un gros don, vous aurez un reçu fiscal, ça aidera à prendre en charge cette soirée, et ça aidera l'OCH à faire ses journées de maman, et ses week-ends de papa, et ses journées de frères et sœurs, etc. Et puis pour ceux qui sont ici, ben là je vais me tenir, vous pourrez me remplir, vous faites des chèques, vous aurez des reçus fiscaux, vous nous suivez par 3 votants. Et je vous rassure, c'est pour la mission de l'OCH, ça aidera à prendre en charge cette soirée, donc n'hésitez pas. Une main qui se lève. Oui, alors c'est l'occasion de dire qu'à Lyon, mais en fait dans toute la France, mais enfin en tout cas il y a des groupes à Lyon, des groupes cœur de mamans donc qui ont un enfant malade ou handicapé, qui se réunissent, sont des groupes de parole pour voilà, poser son sac à dos, se faire du bien entre mamans, et qui se réunissent à la Maison des Familles notamment, plusieurs groupes. Voilà, donc c'est aussi une information que vous pouvez faire passer si vous connaissez une maman qui aurait voilà, besoin d'un peu de soutien, d'un groupe de partage où vraiment on partage en toute confidentialité, en toute confiance, parce que voilà, on sait que on peut tout dire et c'est vraiment super. Voilà, merci de faire passer l'info. Absolument, des groupes cœur de maman qui sont des groupes de parole pour des mamans qui se rassemblent une fois par mois. Il y en a partout en France, il y en a ici à Lyon plusieurs groupes, dont un qui se rassemble ici à la Maison des Familles. Et ça aussi, c'est un cadeau à faire aux mamans de leur faire savoir. 3 à Lyon ici. 3 à Lyon, un Roanne. Voilà, je sais qu'il y en a une quarantaine en France aujourd'hui, qu'il en est plusieurs, donc voilà. C'est vraiment un cadeau. Est-ce qu'on peut chanter un autre père pour dire un grand merci et se réjouir ensemble? Encore une annonce. Il faut le dire dans le micro pour que ça aille au-delà de nous. Merci beaucoup. On a l'honneur d'accueillir Jean-Baptiste pour une conférence mardi 15 mars à l'Université catholique organisée par des étudiants de l'ESDES, l'école de management, pour mieux comprendre comment aller au-delà des préjugés, apprivoiser la force de nos différences et pour mieux vivre et travailler ensemble. Et donc, à 18h, sur le nouveau campus dans l'ancienne prison que vous connaissez peut-être, donc une conférence donnée par Jean-Baptiste de 18 à 19h30. Voilà. Donc, vous êtes tous les bienvenus ce mardi prochain. Voilà. Merci. Merci. Une dernière. Oui. Alors, la procure de Lyon organise des rencontres quasiment toutes les semaines. Donc, pour ces rencontres, vous pouvez aller sur notre blog, La Procure Lyon. Voilà. Bonne soirée. Allez, on rend grâce au Père qui fait de nous des frères en chantant Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la
mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Merci encore. Et maintenant, c'est le temps de la dédicace. Merci le web. We've been stuck across the river for way too long, for way too long, for way too long, for way too long, for way too long.